sommaire de cette édition, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé ce jeudi sa candidature à un troisième mandat lors de l'élection du mois d'octobre prochain. Sollicité par son parti pour briguer un troisième mandat, le président guinéen Alpha Condé a dit prendre acte sans formellement s'engager. Et puis le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a nommé Mohamed Ould Bilal, un ancien conseiller politique, au poste de Premier ministre dans le cadre d'un remaniement. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara est revenu ce jeudi sur sa décision et se porte candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Quelques minutes après l'annonce d'Alassane Ouattara, l'opposition a brandi la question de la légalité d'un troisième mandat. C'est dans un discours à la nation prononcé ce jeudi que le chef de l'État ivoirien a officialisé son intention de briguer un troisième mandat. Lors de ce discours de 25 minutes prononcé à la veille de l'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a justifié sa décision de revenir sur son choix initial de ne pas briguer un troisième mandat. J'avais planifié ma vie après la présidence. J'avais entrepris de relancer les activités de mon institut et de créer la Fondation internationale Alassane Dramane Ouattara, ADO, dont les locaux sont en cours de finition. Mais comme le dit l'adage, l'homme propose, Dieu dispose. Les récents événements tragiques avec le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly laissent un vide au niveau de l'équipe que j'avais mise en place pour poursuivre et consolider le programme de développement économique et social pour lequel vous m'avez fait confiance. Face à ce cas de force majeure et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Quelques minutes après l'annonce d'Alassane Ouattara, l'opposition ivoirienne a brandi la question de la légalité d'un troisième mandat. Si le chef de l'État et ses partisans estiment que le changement de constitution en 2016, après sa réélection, lui donne légalement le droit de se représenter, l'opposition soutient que la limite de 2 mandats demeure et entend contester bruyamment sa candidature. Merci beaucoup. On reste en Côte d'Ivoire où la police a dispersé ce jeudi une manifestation pro-Gbagbo. Les manifestants dénoncent l'absence de l'ancien président sur la liste électorale. Une manifestation des partisans de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo pour dénoncer son absence sur la liste électorale à 3 mois de la présidentielle a été dispersée à coups de matraque et de gaz lacrymogène ce jeudi à Abidjan. Nous avons décidé de marcher pour exiger la réintégration de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, a expliqué Massiaba Nestor, un responsable d'une structure du Front populaire ivoirien FPI, parti créé par Laurent Gbagbo. Il dénonce une brutalité policière et fait état de 3 arrestations et d'un blessé grave dans leur rang. De son côté, Jean Baé, un responsable de la jeunesse universitaire du FPI, a affirmé que les manifestations vont continuer jusqu'à ce que les noms de leurs leaders soient inscrits sur la liste électorale afin qu'ils puissent jouir de leurs droits. Outre Laurent Gbagbo, le COGEP, le parti de l'ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens Charles Blé Goudé, avait également dénoncé ce mardi son retrait de la liste électorale en vue de la présidentielle du 31 octobre prochain. En guise d'explication, le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Coulibaly Kuibiat, avait expliqué que toute personne condamnée pour un délit ou un crime à une privation de ses droits civiques était rayée des listes électorales.
En Guinée, le parti du président Alpha Condé lui a demandé ce jeudi de briguer un troisième mandat lors de la présidentielle d'octobre prochain. En guise de réponse, ce dernier a dit prendre acte, mais sans formellement s'engager. Pendant 2 jours, les délégués du parti au pouvoir en Guinée, réunis au Palais du Peuple, siège de l'Assemblée nationale, ont plaidé pour que le président Alpha Condé, élu en 2010 et réélu en 2015, s'engage dans la course à la présidentielle dont le premier tour est prévu le 18 octobre prochain. Et ce, malgré la vague de protestations que cette perspective soulève depuis des mois dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Nous, membres du RPG Arc-en-Ciel, réunis les 5 et 6 août à Conakry, en convention nationale avec le mandat de toutes les militantes, tous les militants responsables et sympathisants à la base, affirmons ce qui suit. Camarades membres du RPG Arc-en-Ciel, il est temps de décliner notre choix. Notre choix s'appelle Alpha Condé. Le chef de l'État, qui a toujours dit que c'est son parti qui déciderait, a attendu la fin de la convention électorale de son parti, le Rassemblement du peuple de Guinée, pour s'exprimer devant les cadres venus de toutes les régions de Guinée, les représentants des partis alliés et les membres de son gouvernement. Nous voulons, si vous voulez que j'accepte votre proposition, il faut que tu sois sûr que vous vous engagez à ce que le RPG soit ce qu'il était au début, c'est-à-dire un parti qui n'oublie personne, surtout ceux qui sont ces analphabètes qui n'ont pas de travail, qui sont sacrifiés, particulièrement les femmes et les jeunes. La constitution guinéenne limite le nombre de mandats présidentiels à 2, mais l'adoption en début d'année d'une nouvelle loi fondamentale qui maintient cette limitation lors d'un référendum boycotté par l'opposition permet à Alpha Condé de remettre les compteurs à zéro selon ses partisans. Alpha Condé a, à de nombreuses reprises, critiqué cette limitation, la qualifiant d'injuste. De la Guinée, rendons-nous en Mauritanie où le Premier ministre a présenté la démission de son gouvernement ce jeudi. Ismaïl Sidia a été aussitôt remplacé par Mohamed Ould Bilal. La démission intervient au lendemain de la remise à la justice du rapport d'une commission parlementaire sur la gestion de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz. Le chef de l'État mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a d'abord reçu son premier ministre Ismaïl Ould Cheikh Sidia qui lui a présenté la démission de son gouvernement selon l'agence mauritanienne d'information. Avant d'être nommé premier ministre en août 2019, Sidia avait été entre 2009 et 2014 ministre de l'Habitat et de l'Emploi sous la présidence de Mohamed Ould Abdelaziz. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a dans la foulée nommé un nouveau premier ministre, Mohamed Ould Bilal, et l'a chargé de former un nouveau gouvernement selon une source officielle à la présidence. Jusqu'ici conseiller à la primature du Premier ministre, Ould Bilal avait été plusieurs fois ministre sous l'ancien président civil Sidi Ould Cheikh Abdallahi, déposé en 2008 par un putsch mené par Mohamed Ould Abdelaziz. Ce remaniement, dont les raisons n'ont pas été expliquées officiellement, intervient au lendemain de la transmission à la justice d'un rapport d'une commission d'enquête parlementaire sur la gestion de l'ex-président Aziz. Parmi ces dossiers figurent la gestion des revenus pétroliers, la vente de domaines de l'État à Nouakchott, la liquidation d'une société publique qui assurait l'approvisionnement du pays en denrées alimentaires ou encore les activités d'une société de pêche chinoise selon des sources parlementaires. Nommé au poste de Premier ministre dans le cadre d'un remaniement, Mohamed Ould Bilal, tout en remerciant le chef de l'État mauritanien, a appelé les membres du gouvernement à continuer leur mission jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement. On le suit. Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani m'a fait l'honneur de me recevoir et de me demander de concorder le travail du gouvernement, ce que j'ai accepté avec plaisir. Je saisis cette occasion pour le remercier chaleureusement. Je veux aussi remercier Ismaël Beda Cheikh Sidia, le Premier ministre sortant, pour le travail qu'il a accompli dans une telle période. J'appelle les membres du gouvernement à constituer leur mission jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement.
Lutte contre la pandémie de coronavirus en Guinée équatoriale. Le pays a assoupli ce jeudi les mesures de restriction prises. Il a notamment été annoncé à travers un décret publié par le gouvernement la réouverture des lieux de culte et des bars. La Guinée équatoriale enregistre une réduction importante du nombre de cas positifs quotidiens de nouveau coronavirus. Le pays amorce la deuxième phase de l'assouplissement de l'état d'urgence sanitaire. Une décision actée par un décret lu mercredi soir à la télévision d'État. Ce pays pétrolier d'Afrique centrale, de moins de 2 millions d'habitants, a officiellement enregistré 4 821 cas positifs de nouveau coronavirus, 2 182 guéris et 83 décès, selon un dernier bilan rendu public il y a une semaine. Outre la réouverture des lieux de culte, les compétitions sportives et événements culturels sont de nouveau autorisés. Les casinos, les bars et parcs publics pourront de nouveau accueillir clients et promeneurs avec respect des mesures barrières. Les deux grandes villes du pays, principaux foyers de contamination, demeurent isolés du reste du pays. Les liaisons aériennes entre ces deux métropoles ont toutefois repris. Les vols internationaux avaient déjà repris le 15 juin, les passagers étant autorisés à entrer sur le territoire sur présentation d'un test négatif au Covid-19 datant de moins de 48 heures. À compter de ce jeudi, il sera désormais possible d'effectuer ce test à l'arrivée à l'aéroport contre le paiement de 50 000 francs CFA pour les nationaux et de 110 000 francs CFA pour les étrangers. De très nombreux pays africains ont amorcé un début de confinement alors qu'ils sont frappés de plein fouet par la crise économique mondiale provoquée par la pandémie. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Nouvelle revue de presse Afrique sur Sika Télévision, bienvenue. Nous démarrons par quelques nouvelles du Togo avec Togo Matin, UFC, la guerre entre des lieutenants de Gilles Christ. Toujours à la une de Togo Matin, nous pouvons lire Covid-19, des mesures gouvernementales pour soutenir les opérateurs économiques et les ménages. Pendant ce temps, Liberté se propose de nous parler d'un rapport sur la corruption. La Raplousia épingle ministres, préfets et magistrats. Puis, centre médico-social d'Agoué, une insalubrité à vomir. Des nouvelles à présent du Sénégal avec Sud Quotidien, relâchement des Sénégalais face à la Covid-19. Macky menace de ramener l'état d'urgence. Quant au quotidien Le Témoin, il préfère parler de la grève dure dans la justice. Derrière cette action, Sidjust, Pastef, à la manœuvre, c'est une interrogation. Puis l'AS à présent, Covid-19, le Sénégal compte plus de 7000 guéris. Toujours parlant de la Covid-19, l'État dresse ses barrières. Que nous dit l'œil du Sahel pour le compte du Cameroun ? Mora, Boko Haram, 109 terroristes déposent les armes. Lutte contre la désertification, plus de 3 millions d'hectares dégradés dans la région de l'Adamawa. Nous retrouvons le quotidien Le Jour à présent à propos d'une rébellion dans l'Adamawa. Jusqu'où tolérer les églises de réveil? Puis nous passons à Essigan, boucle de la Léquier, les députés demandent des comptes aux mines TP. Puis pour finir, mutation, Conseil supérieur de la magistrature, manœuvre enrôlée. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.